Alors bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour le Demain Lab. Et Demain Lab un peu particulier aujourd'hui parce qu'on va rêver l'école de demain. Et quand on rêve, on peut déjà se mettre en action. Alors c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est rêver l'école de demain et comment on peut faire pour pouvoir y arriver. Alors bonjour Hugo, alors merci d'être présent avec nous. Puis je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors Hugo Kavenaghi, je suis le président directeur général du Collège Sainte-Anne, qui est un établissement, un regroupement d'établissements en fin de compte de plusieurs écoles privées, une école primaire, une école secondaire, une école cégep, un collégial maintenant. On est la plus grande école privée à Montréal, on approche près des 3000 élèves. Et on est en train de bâtir, de construire, de réinventer, je dirais, l'école du futur, même si déjà on fait beaucoup de choses en innovation, nous, à Sainte-Anne. Donc, je travaille actuellement avec Pierre Thibault, l'architecte, le fameux architecte Pierre Thibault, à la construction pédagogique et immobilière aussi d'une école très particulière. Donc, j'ai des profs qui travaillent, j'ai un comité qui travaille depuis 2 ans à réinventer un projet éducatif bien particulier. On a mis tout ce qui existe actuellement aux poubelles et on repart à zéro et on dit ça marche pas. Donc, on termine tranquillement la vision de notre nouvelle école pédagogique, notre nouvelle école avec notre vision pédagogique. Quand je vous disais qu'on réinvente tout, on réinvente vraiment tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cafétéria dédiée à seulement manger. On s'est aperçu que c'est stupide d'avoir une cafétéria qui est utilisée 1 heure par jour. Alors, le reste du temps, elle est complètement vide. On va certainement commencer l'année scolaire également beaucoup plus tôt parce qu'on se dit que l'été est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de perte d'apprentissage qui se fait, donc un début d'année plus tôt, aux alentours de mi-août, pour avoir beaucoup plus de pauses et plus longues dans l'année, donc 2 semaines à l'automne, 2 semaines à Noël, 2 semaines en février-mars. On casse les silos de français, maths, éducation physique, on casse ces silos-là, on casse les cloches, on fait beaucoup d'apprentissage multidisciplinaire. Les élèves vont beaucoup travailler en collaboration en équipe de 6 parce qu'on se dit que, d'après ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, c'est la meilleure équipe pour apprendre, surtout pour développer la créativité. Dans cette école-là, on va mettre beaucoup l'accent aussi sur les compétences du XXIe siècle qui sont malheureusement pas très enseignées dans les écoles. On est encore beaucoup dans une approche de connaissances, alors que, on le dit, les connaissances maintenant sont beaucoup plus accessibles qu'elles ne l'étaient avant. Alors, avant de poursuivre, je vais te donner, j'ai 10 minutes. Je vais te donner 10 minutes pour justement m'expliquer comment peut-on rêver l'école de demain. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là si je te donne 10 minutes? Ouais. Alors, j'y vais. Go, on y va. Comment peut-on rêver l'école de demain? La première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre pourquoi il faut changer l'école. Parce qu'on ne change pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je suis un grand partisan du why, du how, du what. Donc, la première chose, comment on peut rêver l'école, c'est en faisant prendre conscience aux gens que le système dans lequel on est, et puis pas juste au Québec, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. On ne peut plus faire l'école comme on a fait l'école depuis 200 ans. Donc, ce qui est important, c'est convaincre les gens du pourquoi changer l'école. Et là, il faut s'appuyer sur des recherches. On a beaucoup de découvertes neuroscientifiques qui sont faites dans les dernières années. On ne peut pas passer à côté. Puis comment tu peux c'est quoi tes arguments écoutez, c'est pas compliqué. La première des choses qu'on fait, les élèves nous le disent, on vient à l'école pour apprendre des connaissances quand ces connaissances-là sont dans nos poches. On s'aperçoit que les jeunes nous disent qu'ils trouvent de moins en moins de sens à l'école, il y a de plus en plus de décrochage, il y a un disconnect entre ce qu'on leur enseigne et ce qu'ils veulent savoir. Effectivement, on s'aperçoit que là, il y a un problème fondamental par rapport à ça. Donc, le pourquoi il faut changer l'école. Ça prend un fort leadership, pédagogique pour prouver, pour expliquer aux profs, entre autres, pas juste aux profs, à nos parents aussi, qui des fois veulent encore un modèle traditionnel parce que ça a fonctionné à leur époque. Donc, ça prend un pouvoir de conviction, ça prend de la formation, ça prend de la sensibilisation,
Ça demande aux profs de s'informer, de se renseigner. On leur dit, hein, vous êtes des professionnels, ça fait partie de votre mandat aussi, de votre rôle, de vous informer et de vous former par vous-même, ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie qui était beaucoup plus difficile avant. Donc, un gros boulot au niveau du why. Est-ce que tu sens que les gens sont réceptifs à ce why-là? Chez nous, oui. De plus en plus, je m'aperçois. Hein, nous, on fait beaucoup de communication à l'externe. On a un site web réservé à Innovation Pédagogie, à Innovation Sainte-Anne, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qu'on fait. C'est un de mon mandat, c'est une de nos missions au collège de partager ce qu'on fait pour influencer le système. Ça, c'est bien important. On ne veut pas regarder ça pour nous puis dire nous, on est les champions puis les autres débrouillez-vous. Donc, on veut influencer la raison pour laquelle à Sainte-Anne, on est rendu à notre 3e bouquin pour expliquer justement, le premier qui était Osons l'école, osons faire les choses différemment, osons ranimer notre système éducatif. Après, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle qui va avoir un impact dans toutes nos vies, et particulièrement à l'école. Et là, on s'aperçoit qu'il y a encore peu de choses qui se font par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, et puis le dernier qu'on a fait pendant la pandémie, Osons l'école d'après. Oui. On s'est aperçu que l'école n'était pas prête. Ça fait des années qu'on dit justement que l'école n'est pas prête. Il y a très peu d'intégration de technologie qui se fait dans les classes. Donc, on a voulu partager notre expérience, comment ça a fonctionné chez nous, pourquoi ça a relativement bien fonctionné. Donc, des conférences aussi. Hein, je fais pas mal de conférences à droite, à gauche. Donc, puis après, on partage ce qu'on fait, ce qu'on a fait, comment on l'a fait, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Hein, ça fait partie du jeu. On apprend de nos erreurs. On a créé un document qu'on a appelé le cours de demain. On parle beaucoup de l'école du futur. Là. Mais avant tout, qu'est-ce qui doit se passer dans une classe? Donc, on a défini un modèle avec nos profs. Et c'est ce modèle-là qu'on applique au quotidien chez nous et qu'on va emmener à un niveau beaucoup plus supérieur dans la nouvelle école qu'on va construire parce que le bâtiment va être adapté au projet éducatif. Et malheureusement, souvent, on fait une belle école, puis on rentre un projet, on fait comme avant, alors qu'on s'aperçoit que c'est un peu dommage de faire la même chose. C'est comme si on mettait un moteur électrique dans une vieille bagnole, alors que l'intérêt, c'est de faire le moteur électrique, puis adapter la carrosserie au moteur électrique. Alors, il y a une cohérence à développer là-dedans, et malheureusement, on s'aperçoit qu'on n'y est pas encore. Malgré les efforts du gouvernement, on a vu ce qui s'est passé avec le Lab École, où là, on veut faire des belles écoles. On va commencer à faire des belles écoles, mais si on fait la même chose qu'on fait dans une école normale, ça ne va pas donner grand-chose, à part que les élèves vont être dans un encadrement physique plus intéressant, mais on ne s'est pas attaqué au cœur de l'école qui est l'enseignement, qui est l'apprentissage. Donc, il faudrait comme revoir un peu et avoir des enjeux ou des personnes, on va dire, multidisciplinaires qui se rencontrent. Comme là, toi, tu as travaillé avec un architecte pour pouvoir justement adapter la pédagogie aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Ce n'est pas juste l'enseignement ou les gens qui sont dans l'enseignement qui doivent repenser leurs affaires. Non, ça part de là, par contre. Et malheureusement, il faut revoir les programmes, il faut revoir les approches pédagogiques, il faut s'inspirer de tout ce qui fonctionne. Et à partir de là, il faut construire des écoles ou les rénover, parce qu'on ne pourra pas construire 1500 écoles au Québec. Là. Ça va être un enjeu de les rénover. Oui, parce que malheureusement, il y a des élèves dans nos milieux, on n'a pas beaucoup de temps où on peut faire des travaux. Ce qu'on a fait chez nous, mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein, ouais. Puis le fait de rassembler ton comité, tu disais que tu avais un comité pour repenser tes projets ou ton approche pédagogique. Comment ça se passe, ton comité? Est-ce qu'il y a encore justement multidisciplinaire? Est-ce que tu as osé d'être multidisciplinaire, d'amener des gens différents dans ce comité-là? Oui, on a des profs de toutes les matières, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gens autres que des profs, des parents? Est-ce que tu amènes les parents aussi? Quand j'ai refait la nouvelle école, j'ai fait une consultation, je l'ai fait il y a 2 ans, quand on avait décidé de faire la nouvelle école secondaire. Quand notre école primaire, une partie de l'école primaire a brûlé, j'ai dit, bon, on reconstruit tout de suite, il faut reconstruire tout de suite. Puis j'ai dit, bon, il faut pas qu'on reconstruise comme c'était. Donc là, j'ai fait une grosse journée. On l'avait fait à l'époque par Internet, hein, bien évidemment. On était rendu au mois de mai, où je suis allé chercher des gens de tous les domaines. J'avais des médecins, j'avais des avocats, j'avais des ingénieurs, j'avais des parents, j'avais un paquet de monde pour dire, voilà, on a un concept d'école, on avait des gens d'environnement, des fermiers, des agriculteurs. On dit, écoutez, on veut refaire une école, quel genre d'école qu'on fait aujourd'hui, parce que j'ai très peu de temps pour la faire, puis je vais chercher les meilleures idées, les meilleures pratiques. Ce qui a fait en sorte que dans une nouvelle école, on va avoir une fermette 4 saisons, on va avoir une serre énorme à l'extérieur, des jardins communautaires. Wow.
on va avoir, on essaie d'aller chercher tout ce qu'on pouvait pour justement faire en sorte que ce soit un milieu de vie et pas seulement une boîte à courant. Donc oui, c'est important de consulter. Et malheureusement, souvent, en éducation, on reste entre éducateurs. Ouais. On est un peu en déconnexion par rapport à ce qui se passe dans le milieu du travail. Puis moi, je dis à mes profs souvent, allez passer une journée dans une entreprise, regardez comment ça fonctionne maintenant. Puis maintenant, là, vous avez le mandat de former, de préparer vos jeunes à ce milieu du travail qui est en pleine effervescence, qui est en plein changement. Alors que souvent, les profs, c'est des anciens élèves qui fonctionnaient bien à l'école. Donc, ils ont fait l'école, ils ont fait l'université, puis ils reviennent à l'école, puis ils ne sont pas toujours conscients de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est un peu le biais de l'éducation actuellement. Ouais. Donc, super. Okay. Parfait. Je te pose ma deuxième question. C'est quoi les solutions qu'on va mettre en place aujourd'hui pour justement arriver à notre rêve? Qu'est-ce qui est important selon toi en ce moment, puisqu'il y a un momentum absolument incroyable pour mettre en place justement, parce que je crois aux actions, je ne crois pas juste aux rêves. En tout cas, je pense qu'on réalise nos rêves avec des actions. Donc, c'est quoi les actions que tu prioriserais en ce moment pour pouvoir arriver à nos rêves et repenser nos écoles? Je te redonne à 10 minutes. Là, je l'ai mentionné tout à l'heure, la première chose, c'est convaincre les gens. Convaincre les gens qu'il faut changer l'école. Donc, ça prend la sensibilisation, ça prend des discussions, ça prend de la formation, ça prend de l'information pour ensuite, tranquillement, à partir avec certains joueurs qui ont compris, qui veulent changer. Donc, faire beaucoup de reconnaissance, beaucoup de valorisation pour les gens qui tentent des choses. Commencer à partir un comité, peut-être avec 2-3 personnes, puis tranquillement, chez nous, le comité est rendu à 20-25 personnes, on est obligé de refuser du monde. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à y avoir une vision commune. C'est important qu'il y ait une vision commune, un projet commun. Et après, c'est la théorie des petits pas. Un prof qui va en contaminer 2, c'est le cas de le dire en ce moment. Là, on veut que le taux de contamination soit le plus haut possible. Comparativement à la COVID, on veut qu'elle soit le plus bas possible. On veut qu'un prof en contamine 2, les 2 profs en contaminent 2 autres chacun de leur côté pour faire en sorte qu'il y ait une certaine contagion d'une nouvelle vision. On pourrait appeler le virus de la créativité ou autre. Voilà, le virus de la créativité. Il faut accompagner ça, bien évidemment, de la formation. Ça, c'est essentiel. De la formation en local, de préférence. Chez nous, on a des piliers qui sont spécialisés dans différents domaines pédagogiques, qui font de la formation en interne, de l'accompagnement à l'externe de nos profs. Parce que quand vous faites venir un conférencier, c'est bien beau, là, mais une fois qu'il est venu, il est reparti, puis le lendemain, vous dites « Ah, j'aurais peut-être eu besoin de poser 2-3 questions, j'aurais peut-être eu besoin qu'ils m'accompagnent. » Alors que quand vous avez des gens en interne qui sont sur place, qui sont capables de récupérer le collègue, après, ils me disent « Non, regarde, ce que j'ai expliqué il y a 2 jours, voilà ce qu'il faut faire. Puis tiens, je vais t'accompagner en classe, je vais t'aider. » Donc, ça prend Donc, ça veut dire que tu demandes à tes professeurs de collaborer aussi, puis qu'il y a des forces à l'interne, puis de collaborer entre eux. C'est ça que tu demandes aussi. Oui, on fait beaucoup de formations très particulières. Nous, on a une formation développer la créativité en éducation, c'est un 6 jours, c'est un prof qui le donne, on l'a formé, on l'a mis à niveau et c'est lui qui donne ça auprès de ses collègues. Il faut trouver du temps, il faut être aussi assez créatif et innovateur pour trouver du temps aux profs. C'est pas vrai qu'on va les prendre de 4 heures à 8 heures 2 fois par semaine pour donner des formations alors qu'ils ont eu leur enseignement toute la journée. Donc, il faut faire en sorte de trouver du temps dans les horaires réguliers, du temps de qualité pour qu'ils puissent se former. Donc, on a tout un processus là-dessus. Ça prend un leadership pédagogique, ça prend une direction d'école qui y croit. Moi, je me souviens à l'époque de l'intégration des technologies, là, il y a une vingtaine d'années, on commençait à penser à rentrer les ordinateurs en classe. Et la première chose que je disais, allez dans le bureau du boss, regardez s'il y a un ordinateur sur son bureau. S'il n'y en a pas, ça va être difficile. Donc, si les gestionnaires ne sont pas convaincus des changements qui sont importants, ne sont pas convaincus pour réussir à offrir de la formation, accompagner, valoriser les gens qui font des changements, ça va mourir de sa petite mort, là. Donc, ça prend un fort leadership, ça prend de l'audace, c'est pas pour rien qu'on a appelé nos bouquins « Osons », osons faire les choses différemment, osons bousculer les paradigmes, osons jouer dans la bande des fois, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, que ce soit auprès des élèves. Des fois, un élève, il préfère s'asseoir en classe et écouter un prof pendant 1 heure. Hein.
sans rien faire, entre guillemets. Puis, mettre les gens en action, les faire travailler en équipe, les faire trouver leurs propres solutions, c'est rigoureux. Puis même les jeunes trouvent ça difficile. Même nous, même moi, quand je vais en conférence, je préfère tranquillement écouter le conférencier qu'on me dise « Bon, maintenant, vous allez mettre en équipe avec les gens autour de vous, vous allez travailler. » Tu fais « Oh non, ça ne me tente pas. » Mais on le sait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on stabilise c'est comme ça qu'on stabilise des apprentissages. Alors, oui, puis pareil auprès des élèves, auprès des parents, il y a un petit pouvoir de conviction à faire auprès des parents également. C'est tout un job, mais ça se fait, on l'a fait. Et c'est juste prendre le taureau par les cornes, dire ça ne marche plus. Moi, je me suis ennuyé à l'école, j'ai perdu mon temps dans bien des fois, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, moi je consulte beaucoup des parents, des amis, on s'aperçoit énormément de personnes qui se disent, et puis il y a un bouquin, François Cardinal en a parlé, de la presse, comme quoi il était un cancre, il avait, on dit, oh mon Dieu, François Cardinal. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur temps à l'école. Ça a fait des décrocheurs. Il y en a qui ont réussi à raccrocher. Malheureusement, on a des stars, on a des gens brillants qui sont actuellement sur la touche parce que le système éducatif les a mis de côté. On demandait aux enfants de s'adapter au système alors que c'est au système de s'adapter aux jeunes, c'est au système de s'adapter à la société telle qu'elle est actuellement. Tu vois, moi, je te parle un peu de ma situation, mais moi, je suis une maman qui veut s'impliquer à l'école, qui veut avancer, qui veut collaborer avec l'école, mais je sens que le système, c'est comme s'il n'était pas prêt à m'accueillir. C'est vraiment, je pense qu'il y a plusieurs parents qui aimeraient vraiment, parce que je pense que changer l'école, c'est pas juste le système éducatif qui va le changer, je pense que c'est une responsabilité de tout le monde. Est-ce que tu partages un peu cette idée-là ou pas? En partie, ça prend quand même des spécialistes, ça prend des bonnes personnes qui veulent s'impliquer pour des bonnes raisons aussi, mais je pense qu'il faut impliquer effectivement les parents, puis on oublie souvent, nous les premiers, puis on s'est réajusté, on oublie souvent d'impliquer les jeunes. C'est des changements qu'on fait pour les jeunes. Et même si on est convaincu de ce qu'on fait, même si les profs nous suivent dans la grande majorité des cas, ça prend une implication des enfants. Les parents ont leur mot à dire, mais c'est quand même nous, entre guillemets, les spécialistes. Moi, je ne m'attends pas à aller voir mon garagiste pour dire je veux telle voiture, tu devrais faire telle chose. Ce sont quand même eux les spécialistes, c'est eux qui doivent nous suggérer. Oui. Mais l'éducation, ce n'est pas juste des cours. Donc, c'est là que c'est intéressant d'avoir les parents et les élèves. L'éducation, c'est large. Si tu fais un truc à l'école, puis c'est fustigé à la maison, c'est là que tu te dis il y a un problème. Donc, ça prend des mécanismes de consultation. Il y en a de plus en plus dans les écoles. Maintenant, il faut que les gens viennent pour les bonnes raisons. Comment tu impliques les enfants ou les jeunes? Dans différents comités, dans différentes consultations, dans des sondages. On a différents moyens d'aller chercher leur input. Comme par exemple un exemple bénin. L'an dernier, on change beaucoup les mobiliers des classes. On avait choisi un mobilier, on avait demandé aux profs, puis on a dit hey, c'est pas aux profs de choisir, c'est pas à nous de choisir, c'est aux élèves. C'est eux qui sont assis en classe 5 heures par jour. Donc, on a rentré un paquet de modèles de chaises différentes dans une classe, puis on a dit aux gamins testez-les, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est drôle parce que la réponse a été pas clair du tout, parce que chacun disait moi j'aime ça, l'autre aime ça, l'autre aime ça, l'autre aime ça. Donc du coup, on a rentré plusieurs modèles de chaises pour que l'élève choisisse le modèle qui lui convient. Et c'est ça, il faut s'adapter, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. Là. Oui. C'est s'adapter. Puis il y a un enfant, il y en a un qui, entre autres, je me souviens, il me dit moi, là, je peux travailler debout. Donc entre autres, on a 20% de nos bureaux dans les classes qui sont des bureaux qui se lèvent. Le gamin, il veut travailler debout. Puis après, de son cours après, il dit là, ça va, je vais m'asseoir. Donc il prend un autre bureau, il prend une autre chaise. On a des bim-bang, on a des chaises hautes, on a des chaises sur roulettes, on a des chaises fixes. Il faut donner la chance aux gens de s'adapter à ce qui est le meilleur. Entre autres, c'est un exemple mobilier pour les jeunes. Mais ça, c'est les jeunes qui nous l'ont dit. C'est les jeunes qui nous ont dit non, on n'y a pas de consensus parce que chacun veut s'asseoir sur un élément particulier. Et comment travailles-tu la flexibilité en pédagogie ou je veux dire au niveau plus des outils pédagogiques? Est-ce que tu la travailles aussi? Oui, les enseignants sont très formés par rapport à ça, ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, où on s'adapte parce qu'on sait maintenant, encore une fois, c'est prouvé que chacun apprend différemment. Donc justement, il faut faire en sorte d'en donner pour tout le monde.
Et ça, c'est aussi un enjeu majeur parce que souvent, moi, les profs, quand j'entends dire hey, j'ai bien enseigné, je dis tant mieux, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'ils ont bien appris? La question est là. Tu peux avoir été le meilleur enseignant, s'ils n'ont rien appris, tu te dis il y a un problème. Donc, valide s'ils ont bien appris. Et ça, là, quand tu leur dis ça, ils font hop là. C'est comme. La question est différente, hein? Ben oui, il faut qu'ils apprennent. Alors peut-être que tu penses avoir bien enseigné, mais il y a peut-être un tiers des enfants qui ont bien appris avec ta méthode d'enseignement. Donc varie tes approches pédagogiques pour que ça retienne l'attention de tout le monde ou le plus grand nombre de personnes. Un métier complexe, de plus en plus. On le dit, la tâche d'enseignant n'est pas facile. Puis il y a des milieux qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, ce qui n'est pas notre cas. On a la chance quand même d'avoir des jeunes qui sont motivés, qui viennent pour apprendre. Mais rajouter ça, plus rajouter les problèmes de sécurité, les problèmes de motivation, de discipline, c'est tout un job. C'est tout un job et vraiment très intéressant. Hey, mon Dieu, bon timing! Bon timing, ça se termine bien. Écoute, hey, mais j'espère qu'on, justement, moi j'y crois justement de changer l'école parce que je pense que ça a un impact énorme sur nos enfants qui vont être dans l'avenir. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vraiment, j'apprécie énormément. Puis, on va tout faire pour changer cette école-là. Ça marche. Merci.